pour fêter l'arrivée du soleil en Scorpion, pour fêter aussi la vidéo 500, j'ai eu envie de vous amener sur les traces de ce grand homme qui a marqué notre imaginaire, qui était Michel de Notre-Dame. Fasciné par un personnage qui est Nostradamus. Je vous invite, si vous êtes dans le secteur, à visiter sa maison. Alors, je crois que le musée est fermé jusqu'au printemps de l'année prochaine. Elle se trouve à Salon, dans une petite rue qui s'appelle la rue Nostradamus. Et avant, c'était la rue de la Juiverie, nom des ghettos. Et il y a une ambiguïté dès le départ avec Nostradamus. On pense qu'il était juif, mais il avait renoncé. C'était un marane, c'est-à-dire un personnage qui avait renoncé à l'expression de sa foi pour se protéger, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'exactions. Nous étions dans une période très particulière de l'humanité. Il y a eu la Saint-Barthélemy avec Catherine de Médicis, des exactions sur les protestants, forcément des exactions aussi sur les juifs, et on se cachait, on dissimulait son savoir. Nostradamus était un mathématicien, enfant à Salon de Provence, et il y a dans cette petite ruelle une maison bien cachée, avec des trésors. Et quand on pénètre dans cette maison, on est déjà très bien accueilli. Il y a une ambiance, une espèce de puissance qui se dégage des murs. À l'époque, il y avait les quatrains qui étaient représentés. Il y a quelque chose de très mystérieux, de très intense. Et Dame, tout le monde le connaît. Il a écrit des quatrains mystérieux. Et de ces quatrains, il y a des prédictions qui ont été faites pour l'avenir. Ces quatrains ont été transmis au roi Henri II. Il était protégé par Catherine de Médicis, une Florentine dont la famille s'intéressait à l'occulte. Quand vous allez à Florence, dans les anciens palais des Médicis, on retrouve les traces d'esthètes, mais aussi de princes ombreux qui avaient une soif de pouvoir, et donc qui avaient besoin d'informations sur le déroulé des événements. Alors, la question s'est posée, bien sûr, est-ce que Nostradamus était astrologue? Bien sûr, il avait une connaissance parfaite des astres, il avait une connaissance parfaite en astronomie, mais plus qu'astrologue, il avait surtout une connaissance puissante des cycles de l'astrologie et des cycles planétaires, et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Et l'astrologie judiciaire, qui est une astrologie qui permet de déterminer des événements futurs en fonction des mouvements planétaires, il se considérait plus comme un astrophile que comme un astrologue traditionnel, parce qu'il utilisait essentiellement les grands cycles, les grands mouvements planétaires. Et d'ailleurs, son fils, qui était beaucoup plus versé dans l'astrologie que lui-même, qui l'utilisait sous forme d'oracle, recevait un petit peu le mépris de son père. Et la légende raconte que Nostradamus avait accès à des documents de famille, à des ouvrages qu'il aurait lui-même détruits. Alors, la question qui se pose au niveau de Nostradamus, c'est que lorsqu'on étudie son œuvre, on va s'apercevoir qu'il avait une connaissance fine de l'héliocentrisme. L'héliocentrisme sera découvert par Kepler en 1571, alors même que Michel de Notre-Dame va disparaître en 1566. C'est l'un des premiers mystères de Nostradamus. Le deuxième mystère, Nostradamus avait visiblement connaissance des planètes transsaturniennes, que ce soit Neptune, que ce soit Saturne. Alors Saturne, il connaissait, Neptune, Uranus, Pluton. Des planètes qui seront découvertes à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Les planétaires ont un impact significatif sur les variations climatiques et sur les dynamiques socioculturelles des individus. Elles expliquent les grands changements de société, les bouleversements que l'humanité a connus tout au long de l'histoire. Un des premiers cycles, c'est celui de Milankovitch, qui se réfère aux variations périodiques de paramètres orbitaux de la Terre
qui vont influencer le climat. Il y a l'excentricité, puisque la forme de l'orbite terrestre va varier sur une période de 100 000 ans. Il y a d'autre part l'inclinaison de l'axe terrestre que Nostradamus connaissait parfaitement et qu'il va osciller entre 21,1 degrés et 24,5 degrés sur une période d'à peu près 41 000 ans. Et ensuite, mouvement clé de l'astrologie qui est la précession des équinoxes. Le mouvement de l'axe de rotation de la Terre effectue un cycle complet sur une période de 26 000 ans. Excusez-moi. Durant la précession des équinoxes, on est passé d'une astrologie basée sur les constellations, où chaque signe avait une étoile fixe qui illustrait le signe, à une forme de décalage. C'est le distinguo entre l'astrologie sidérale, qui est le zodiaque des étoiles, l'astrologie hindoue, par exemple, l'astrologie védique, l'astrologie sidérale, et l'astrologie tropicale, qui est une astrologie devenue essentiellement symbolique. Je pratique l'astrologie tropicale. Ce n'est pas pour autant que je ne m'intéresse pas à l'astrologie sidérale, que je ne vais pas jeter un œil. C'est important, quand on est astrologue, de ne pas être verrouillé, d'aller chercher dans d'autres techniques une confirmation ou une infirmation de ces prédictions. Plus important n'est pas la technique, c'est la certitude d'une prédiction, c'est un faisceau d'indices qui va venir confirmer ou infirmer une analyse. Il y a dans l'astrologie quelque chose de mathématique. Nostradamus était un mathématicien. Il y a donc un effet visible d'un aspect. Je m'explique. Vous avez un aspect dans le thème d'une personne qui peut en effet être intégré, qui peut être analysé de manière positive, alors même que l'aspect est négatif. Par contre, au niveau global, au niveau collectif, un aspect négatif va toujours engendrer des événements difficiles, des événements douloureux pour le collectif. Le planétaire. Chaque planète va changer de signe avec une forme de périodicité. Si on prend par exemple Pluton, de 248 ans. Au moment où Nostradamus envoie son courrier, cette fameuse lettre à Henri II, nous sommes le 14 mars 1547, Pluton est dans le signe du Verseau. Il va parler d'une autre date, une date dont il va parler à demi-mot. Il ne peut pas dire la vérité. Cette date, c'est la fin de la monarchie, 1792. C'est Valmy. Pluton sera également en Verseau. Dans cette lettre à Henri II, il ne dira pas que la monarchie, le trône sur lequel il est assis, va disparaître. Il ne dira pas plus à Catherine de Médicis, dont les 3 fils seront rois de France, que aucun n'aura des enfants et que le trône de France passera à leur ennemi, qui est le roi Henri de Navarre, qui sera couronné sous le nom de Henri IV, huguenot, qui a dû la sauvegarde de sa vie à son épouse, Marguerite de Valois, fille de Catherine de Médicis, qui a protégé son époux. Elle ne l'aimait pas, elle le respectait, elle l'a fait rentrer dans sa chambre, et ses femmes de chambre, ses amis, ont empêché les hommes de Guise de venir tuer son époux. C'était la nuit de la Saint-Barthélemy. Histoire karmique. Aucun des fils de la reine Catherine n'aura d'enfant et n'engendrera. Un petit peu comme si le transgénérationnel était devenu tellement sombre, tellement douloureux, tellement cruel, qu'il ne pouvait pas continuer son histoire. Bien sûr, la connaissance de l'histoire donne du pouvoir, mais elle donne aussi un risque. Que serait-il advenu de Nostradamus s'il avait dit au roi Henri II que la monarchie disparaîtrait un jour en France? Et pourtant, à regarder l'histoire, c'est bien ce qui s'est passé. Alors, Nostradamus avait aussi cette connaissance très fine des cycles, de la précession des équinoxes et du cycle Méton. Qu'est-ce que le cycle Méton? Le cycle Méton a été établi par l'astronome grec Méton au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est un système de calendrier, en fait, qui permet d'aligner les cycles lunaires
et solaire. C'est un cycle qui repose sur l'observation de 19 années solaires et 235 lunaisons. C'est-à-dire que une fois que ces 235 lunaisons se sont produites, eh bien, les phases se reproduisent exactement à l'identique aux mêmes dates, afin de faciliter la synchronisation des calendriers lunaires avec les saisons solaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque 235 lunaisons, nous avons une réplique exacte des éclipses de là où elles se situent. C'est donc un calendrier qui est clé. 6940 jours. Ce cycle de Méton est une prédiction sur l'écliptique. C'est l'ancêtre du cycle Saros, le cycle des éclipses, qui est beaucoup plus précis. Mais n'oublions pas à quelle période il a été découvert. Et ça, Nostradamus connaissait le cycle Méton. Produit en Grèce, 432 avant Jésus-Christ à Athènes, il a été gravé sur un temple. Par contre, Méton s'est prévalu de cette découverte, mais il est possible que des civilisations antérieures comme les Chaldéens avaient déjà observé des phénomènes similaires. On a découvert des écrits antérieurs qui laisse entendre que ce cycle était connu en Mésopotamie dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce cycle dure 19 années de 365 jours. Par contre, il y a une intercalation. Il y a une différence entre l'année lunaire, qui est d'environ 354 jours, et l'année solaire. Et du coup, le cycle induit 7 années embolismiques. Ce sont des années de 13 mois sur les 19 ans. Ces années sont les 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e et 19e. Chaque année du cycle est associée à un nombre d'or qui aide à déterminer les dates des nouvelles lunes. On est dans une astrologie très ancienne. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir le moment de la nouvelle lune. On va chercher des éphémérides papier, comme je l'ai fait pendant des années. Maintenant, c'est encore plus simple. On va sur des softwares. Ou alors on regarde YouTube, mes petites vidéos sur la nouvelle lune, ce qui est encore plus simple. Mais à l'époque, quand on remet ça dans la conscience de ce moment, c'est juste extraordinaire. Le cycle de Méton était particulièrement utile pour calculer les calendriers lunisolaires, notamment dans la culture babylonienne et les cultures hébraïques. Nous y voilà. Nostradamus est-il un enfant de la Kabbale? Est-ce que Nostradamus utilisait la guématria? Ce qui pourrait expliquer certains de ses calculs. Quand on comprend, quand on cherche à décortiquer les fonctionnements de Nostradamus ainsi que certains codes qu'il donne, nous voilà mis sur la piste. Parce que le cycle Méton permet non seulement de prédire les phases lunaires, mais aussi d'ajuster le calendrier pour éviter le décalage avec les saisons. À Babylone, le calendrier de toute la Mésopotamie est un système complexe. C'est un calendrier civil lunisolaire qui s'intercale avec un calendrier administratif de 360 jours que l'on retrouve également en Égypte. Chaque mois commence avec l'observation de la nouvelle lune. En tout, nous avons 354 jours par an. Mais pour aligner le calendrier lunaire avec l'année solaire, qui elle va durer 365 jours, eh bien, les Babyloniens intercalaient un mois tous les 2 à 3 ans. C'était fait par décret royal. Le calendrier administratif, lui, durait 360 jours. Il était utilisé pour des raisons fiscales. C'était 12 mois de 30 jours chacun, soit 360 jours. Cela simplifiait les calculs, notamment pour planifier et organiser sur du long terme. On retrouve cette structure de 360 jours en Égypte, 12 mois de 30 jours chacun, et pour compléter l'année, 5 jours supplémentaires, les jours épagomènes sont ajoutés à la fin de l'année. Ils sont consacrés à des célébrations en l'honneur des dieux Osiris, Horus, Seth, Isis, Nephthys. Le début de l'année commençait avec le lever héliaque de l'étoile Sirius,
qui se trouve actuellement à 14 degrés du Cancer. Cela correspondait au début de la crue du Nil, une date clé pour l'Égypte ancienne. Le calendrier perse, pour sa part, est composé de 132 ans. 132 ans est un concept lié à l'idée que certaines périodes historiques et astronomiques peuvent se répéter avec une forme de régularité et influencer des événements futurs. Nostradamus avait connaissance de cette information. Nous n'avons pas une connaissance parfaite des détails spécifiques concernant ce cycle parce qu'il n'est pas vraiment documenté. Pourtant, ces événements, ce calendrier persan, est toujours en usage en Iran, en Afghanistan, pour déterminer les dates des fêtes religieuses et nationales. Dans ce cycle de 132 ans, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où Nostradamus a envoyé ses documents à Henri II, il a parlé de la date de 1792. Si on rajoute 132 ans, on arrive à 1924, une date qu'il a lui-même évoquée. 1792, c'est la fin de la monarchie. En 1793, soit un an après, et les personnes qui ont l'habitude de la guématria comprendront ce que je veux dire, la tombe de Nostradamus est profanée, on va s'amuser avec ses ossements. Et ça va générer un scandale dans le village où il se trouve, et les restes de Nostradamus vont être récupérés et réenterrés. 1924, c'est le début du décodage de son œuvre qui avait été oubliée. C'est là où on va se réintéresser à son œuvre. Viens nous raconter Nostradamus. Eh bien, il existe des récits qui parlent du savoir qu'avait Nostradamus. Il aurait hérité de sa famille d'informations qui venaient directement d'Égypte. Il y a fort à parier qu'au moment où les Hébreux ont quitté l'Égypte, au moment de l'Exode, ils ont emporté avec eux du savoir. Et il est possible que dans l'Arche d'Alliance, il y ait eu non seulement une promesse, mais également des documents et du savoir. C'est vrai que lorsqu'on est des lettrés, lorsqu'on a un intérêt pour l'étude, le papier, les documents, les livres ont plus de valeur que l'or. Et donc, on pense qu'à ce moment-là, des informations sont parties d'Égypte et qui ont suivi un petit peu le mouvement jusqu'à Jérusalem. Et puis, il y a eu la perte du temple. Et avec la perte du temple, il y a eu pareillement des écrits qui ont disparu. Et là, ces écrits se sont perdus. On retrouve des traces. Alors, il y a beaucoup de corrélations en fait entre l'Égypte, la connaissance hébraïque et le Feng Shui, par exemple. Au départ, le Feng Shui, qui est en Chine, et quand on va au musée des arts asiatiques à Corfou, ces éléments sont évoqués. C'est pas uniquement de la légende. On retrouve des informations parce qu'au départ, le Feng Shui, c'était l'art des tombes. C'est-à-dire comment on va construire une tombe pour honorer le défunt. Et on retrouve l'art des pyramides, mais aussi pour amener de la prospérité à ses descendants. Et après, il y a eu une forme d'inversion. C'est-à-dire que le Feng Shui est devenu l'art des vivants et non plus l'art des morts, et non plus l'art des sépultures. Mais cet art des sépultures est en lien avec l'Égypte. Et on pense que lorsqu'il y a eu destruction du temple de Jérusalem, donc la destruction, la première, c'était la destruction du temple qui avait été construit par le roi Salomon, près vers 970 avant Jésus-Christ. C'était un centre religieux, culturel très important. Et il a été détruit en 586 avant Jésus-Christ par Nabuchodonosor. Et donc là, il y a la conquête de Jérusalem et l'exil. Et puis, il y a la construction du second temple. Le second temple, c'est reconstruit après le retour des Juifs de l'exil babylonien. C'est achevé en 515. Et là, il y a plusieurs modifications, notamment avec Hérode le Grand. Et
Puis il y a le siège de Jérusalem, en 70 après Jésus-Christ. Il y a une révolte en 66 contre l'occupation romaine. Bon, on avait les prémices hein, avec Jésus qui s'était révolté aussi hein, contre les Romains. Et il y a un conflit qui va culminer avec le siège de Jérusalem et les tensions s'exacerbent. Et là, va y avoir l'incendie du temple. Donc les légions hein, romaines dirigées par Titus mettent le feu au temple qui est complètement détruit. Alors c'est un traumatisme, hein, c'est un traumatisme. Donc c'est le 9 Av. Titus au départ voulait préserver le sanctuaire et l'incendie ne va pas être contrôlé. Il va survenir pendant les combats euh, et tout va être détruit. Et il va y avoir un exil, une diaspora. Les objets sacrés du temple vont être exportés à Rome pour symboliser un petit peu cette humiliation et il ne va pas y avoir de reconstruction du temple. Et ça va créer une redéfinition de la croyance. C'est commémoré chaque année hein, par le 9 Av. C'est une journée de deuil, mais ça va engendrer d'autres pratiques et une autre manière de vivre le culte. Et là, on pense, alors on n'a pas exactement l'information, mais que des documents, des éléments clés qui étaient arrivés pendant l'exode d'Égypte, hein, après la fuite d'Égypte, qui étaient dans le temple. Et ces documents vont quitter Jérusalem. Et ils vont être confiés à qui? À des très grandes familles. Et il est possible que Nostradamus ait eu accès à ce genre d'informations. Et parce que c'était un mathématicien de génie, parce que peut-être il avait eu l'accès à des informations complémentaires, à peu près 200 ans avant le passage d'un grand sage, d'un grand kabbaliste qui était Aboulafia, qui avait ensemencé des graines de ce qu'on a appelé la Kabbale provençale. Et il est possible que Nostradamus se soit retrouvé au croisement de plusieurs traditions, qu'il ait eu accès à des documents, et ces documents, il les a utilisés pour analyser un certain nombre de choses, pour avoir aussi des informations. C'était pas uniquement de la voyance en direct, mais c'était une analyse de cycle avec une rédaction plus ou moins opaque pour le protéger. N'oublions pas qu'à cette époque-là, on brûlait les sorciers. Ça reste quand même une période très sombre de l'humanité. Donc, sous couvert de prose, sous couvert d'allégorie, il allait nous remettre un véritable ouvrage, une carte du monde pour l'avenir, qu'il nous appartient à tous de savoir lire, de savoir décoder. Et dans cette carte du monde, ce qui est intéressant, c'est de regarder ces grands cycles. Et ça peut nous donner des conseils aussi sur l'astrologie. C'est-à-dire que on a une forme de répétition. On a une forme de répétition. Adamus, c'est pas uniquement les événements tels qu'ils se passent, mais c'est l'origine des événements. Et quand j'ai cherché 1924, ok, on redécouvre l'œuvre de Nostradamus, mais c'est une année clé, c'est une année où Lénine va disparaître, et c'est l'année où Adolf Hitler va être enfermé. C'est là où il est arrêté, et dans la prison, il va écrire son manifeste qui est Mein Kampf. Et ça va ouvrir sur quelque chose de terrifiant qui va se dérouler les années suivantes. Et quand on essaie de faire une espèce de saute-mouton d'une date à une autre à travers des petits cailloux que nous a donné Nostradamus, alors c'est très opaque, c'est quasiment illisible. Il faut aller chercher des auteurs qui ont fait un travail pour nous. Je pense que dans les années qui viennent, avec l'intelligence artificielle, nous aurons accès à d'autres éléments, à d'autres clés. Mais quand on arrive à lire des dates à travers des répétitions de principes, on arrive à la racine de l'événement. Et ça, c'est très intéressant. Parce que sans cette arrestation, eh bien, il n'y aurait peut-être pas eu la Seconde Guerre mondiale et il n'y aurait peut-être pas eu toutes les horreurs qui ont marqué le XXe siècle et qui ont façonné le monde tel
tel que nous le connaissons. Ce cycle de 132 ans, ça fait penser bien sûr au cycle Uranus-Pluton, qui est un cycle majeur, hein. Un cycle de bouleversement qui se manifeste à peu près tous les 120, 140 ans, avec des conjonctions, des oppositions, des carrés. Uranus, c'est l'innovation, bien sûr, c'est le changement, et Pluton, c'est la transformation profonde. Donc à chaque fois, c'est associé à des bouleversements sociopolitiques, à des révolutions, à des événements erratiques. Ça vient me parler, bien sûr, de changements de société profonds, des événements majeurs, et aussi l'ouverture de perspectives significatives. On va avoir bientôt, en 2026, un trigone Uranus-Pluton qui va activer en particulier les personnes de la génération conjonction Pluton-Uranus. Et ça va indiquer un renouveau technologique, un renouveau sociétal. Et ce cycle va considérablement influencer les relations internationales et les dynamiques politiques mondiales. À ce moment-là, on aura un apaisement. Ce cycle est un indicateur puissant, hein, de transformation sociétale. Ça vient me raconter comment les influences astrologiques vont se manifester dans l'histoire humaine avec des changements irrémédiables. On change de cycle, on change de monde, on change d'univers. Et ça, Nostradamus le savait parfaitement. Mais ce grand cycle, comment est-ce qu'il avait eu l'information? Et il y a un petit peu le même mystère en astrologie chinoise. Vous avez en astrologie chinoise des éléments, une antériorité de certaines positions planétaires symboliques qui ont été découvertes seulement maintenant, que l'on découvre avec nos techniques modernes. Et il y a un décalage. Et dans l'astrologie, tout au moins une astrologie qui est ouverte, pas uniquement regarder son thème natal. Là, on va au-delà de l'astrologie traditionnelle, on est vraiment dans l'analyse des cycles, l'analyse des grands changements, l'analyse de ce qui se passe. Bien, on est confronté aussi à ce grand mystère où il y a eu des informations qui ont été données à l'humanité à des moments où normalement, c'est-à-dire dans l'état actuel de notre connaissance de ces civilisations, elles n'auraient pas dû y avoir accès. Nostradamus est un exemple, mais on retrouve ça en astrologie chinoise. Nostradamus avait l'information des planètes au-delà de Saturne. Peut-être qu'il avait aussi d'autres informations sur d'autres points clés, et ça peut expliquer la pertinence de ces centuries, ça peut expliquer la pertinence de ses prédictions. Et il n'a peut-être pas voulu que son fils, qui avait moins de jugeote que lui, éclaire ses 4 ans, parce qu'il savait le risque qu'il pouvait encourir. Et ça pourrait expliquer la destruction des livres. Alors certains ont dit qu'il était orgueilleux, qu'il ne voulait pas transmettre son savoir, mais quand vous voyez la disparition d'une monarchie et que vous avez affaire à une famille très cruelle, qui n'hésite pas à exterminer toute ou partie de la population de Paris sous couvert de religion, vous êtes quand même invité à une certaine mesure, hein. Alors, le mystère reste entier. Est-ce que c'est le vrai sens de l'œuvre de Nostradamus? C'est intéressant de regarder comment nous avons toujours été fascinés par la volonté de connaître notre avenir, de comprendre notre avenir et de savoir ce qui va se passer au-delà de nous. Et c'est le sens des grands cycles. Aussi pour ça que je suis fascinée par Pluton-Uranus, parce que c'est non seulement des changements révolutionnaires, mais ça vient aussi me raconter l'histoire. L'histoire du monde, l'histoire des hommes, et des histoires parfois très mystérieuses, comme celle de Michel de Notre-Dame. Nous allons prendre quelques instants pour regarder son thème, un thème très intense, avec un magnifique trigone d'eau, qui met l'accent sur la lune en Scorpion. Il n'était pas Scorpion, mais Capricorne, et on voit toute la puissance intuitive de cette lune, bonne alliance avec Uranus, nœud nord qui était en Poisson, qui met justement l'accent sur ce message mystique
qu'il est venu apporter au monde. Il y avait une période très matérielle au sens des mathématiques, et là il y avait un espèce de lien qu'il a renoué avec le sacré, même si ça s'est fait sous une forme peut-être différente de ce que l'on aurait pu penser. Et la pointe du triangle en Cancer, Jupiter, Saturne, Mars. Jupiter est toujours très puissant quand il est en exaltation. Cette alliance entre Soleil-Mercure ramène beaucoup d'intelligence, beaucoup de compréhension. C'était une personne qui devait être très curieuse, qui comprenait très très vite les situations, qui ressentait aussi son époque, avec un besoin de liberté par la Lune, un besoin d'indépendance aussi par Vénus, et une compréhension très très fine des forces en présence, et comment la fascination qu'il a pu exercer sur l'histoire, sur ses contemporains, a pu le propulser au plus haut niveau de la réussite par ce soleil Capricorne où il conseillait les rois, et il était aussi l'ami des puissants. Une chose que j'ai souvent remarqué quand j'ai des alliances Jupiter-Saturne dans un signe comme le Cancer. Il y a une alliance entre une personne qui n'est pas toujours issue de la haute société, mais qui se retrouve propulsée sur le devant de la scène, soit éminence grise, soit consulting, mais vraiment dans une pole position à être écouté des puissants. Et c'est vraiment un thème très bien équilibré. Par contre, il y avait sûrement quelque chose d'assez sombre chez lui, avec ce Pluton-Uranus, des choses qui n'ont peut-être pas été dites sur l'étude. Il y avait à ce moment-là une étude sur des cadavres, il y avait des études pour comprendre la vie, pour comprendre le monde, et il est possible qu'il ait touché à des choses un peu plus obscures, dont l'histoire aura oublié le souvenir. Mais le but de l'astrologie n'est pas non plus de violer l'intimité d'une personne. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Neptune se retrouve opposé aux configurations, que ce soit Saturne, Mars, Jupiter, et ça va me donner une personnalité très en retrait, en silence, qui préfère l'étude, qui préfère être dans sa maison, dans sa demeure, dans ses livres, plutôt que de communiquer. C'était pas un homme de cour. C'était un homme de puissance, c'était un homme d'intelligence qui comprenait très très bien les enjeux du monde, qu'il était à une période clé qui allait basculer. Il y avait une capacité à anticiper les choses. Ça, c'est le côté uranien. Uranus en Poisson devait lui donner une délicatesse, une compréhension avec cette alliance lune très particulière, très perspicace. Il y avait aussi de la générosité. Il y avait un fond d'empathie. Ça devait être un homme de cœur, un homme d'esprit, un homme qui avait une vision très puissante de sa place, avec pas mal d'humilité. Cette humilité que l'on peut avoir quand on maîtrise certaines énergies, mais c'était une personne qui ne devait jamais se satisfaire de la médiocrité. Elle devait toujours être dans l'excellence. C'est quelqu'un qui avait une vision. Pluton-Vénus, ça me donne une vision. J'ai un bel aspect entre Pluton-Soleil. Pareil, on retrouve cette conscience de la vision, en plus avec Mars. Alors, vous aurez remarqué, c'était l'époque du calendrier julien. Donc on a recalculé ce thème pour qu'il soit du calendrier grégorien, qui est le calendrier que nous étudions pour notre part. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est un petit peu différente, c'était la 500e, sur l'histoire de Nostradamus, son lien avec l'astrologie, avec les grands cycles. Il y a une leçon vraiment à retenir sur l'étude de ces grands passages, et c'est pour vous inviter aussi à rentrer dans cette énergie fascinante qui est émerveillante, l'astrologie.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Si vous souhaitez commander votre thème natal, votre révolution solaire, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau passage sur Astrologie facile.